Un des canotiers se dévoua, il prit la mer. Au petit bois de l'île aux Anglais, cria-t-il en s'éloignant. L'autre yole s'en alla plus doucement. Le rameur regardait tellement sa compagne qu'il ne pensait plus à autre chose. Et une émotion l'avait saisi qui paralysait sa vigueur. La jeune fille, assise dans le fauteuil du barreur, se laissait aller à la douceur d'être sur l'eau. Elle se sentait prise d'un renoncement de pensée, d'une quiétude de ses membres, d'un abandonnement d'elle-même, comme envahie par une ivresse multiple. Elle était devenue fort rouge avec une respiration courte. Les étourdissements du vin, développés par la chaleur torrentielle qui ruisselait autour d'elle, faisaient saluer sur son passage tous les arbres de la berge. Un besoin vague de jouissance, une fermentation du sang parcourait sa chair, excitée par les ardeurs de ce jour. Et elle était aussi troublée dans ce tête-à-tête sur l'eau, au milieu de ce pays dépeuplé par l'incendie du ciel, avec ce jeune homme qui la trouvait belle, dont l'œil lui baisait la peau, et dont le désir était pénétrant comme le soleil. Leur impuissance à parler augmentait leur émotion, et ils regardaient les environs. Alors, faisant un effort, il lui demanda son nom. « Henriette ?» dit-elle. « Ah ben tiens, moi je m'appelle Henri. » Le son de leur voix les avait calmés. Ils s'intéressèrent à la rive. L'autre yole s'était arrêté et paraissait les attendre. Celui qui la montait cria « Nous vous rejoindrons dans le bois. Nous allons jusqu'à Robinson parce que Madame a soif. » Et puis il se coucha sur les avirons et s'éloigna si rapidement qu'on cessa bientôt de le voir. Cependant, un grondement continu qu'on distinguait vaguement depuis quelque temps s'approchait très vite. La rivière elle-même semblait frémir comme si le bruit sourd montait de ses profondeurs. « Qu'est-ce qu'on entend ?» demanda-t-elle. C'était la chute du barrage qui coupait le fleuve en deux à la pointe de l'île. Lui se perdait dans une explication lorsque, à travers le fracas de la cascade, un chant d'oiseaux qui semblait très lointain les frappa. « Ah ben tiens, dit-il, les rossignols chantent dans le jour, c'est donc que les femelles couvent. » Un rossignol. Elle n'en avait jamais entendu, et l'idée d'en écouter un fit se lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. Un rossignol, c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon. Cette musique du ciel accordée aux baisers des hommes, cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu au pauvre petit cœur des fillettes attendries. Elle allait donc entendre un rossignol. « Ne faisons pas de bruit, » dit son compagnon. « Nous pourrons descendre dans le bois et nous asseoir tout près de lui. » La yole semblait glisser. Des arbres se montrèrent sur l'île, dont la berge était si basse que les yeux plongeaient dans l'épaisseur des fourrés. On s'arrêta. Le bateau fut attaché, et Henriette, s'appuyant sur le bras de Henri, ils s'avancèrent entre les branches. « Courbez-vous, dit-il. Elle se courba, et ils pénétrèrent dans un inextricable fouillis de lianes, de feuilles et de roseaux, dans un asile introuvable qu'il fallait connaître, que le jeune homme appelait en riant son cabinet particulier. Juste au-dessus de leur tête, perché dans un des arbres qui les abritaient, l'oiseau s'égosillait toujours. Il lançait des trilles et des roulades, puis filait de grands sons vibrants qui emplissaient l'air et semblaient se perdre à l'horizon, se déroulant le long du fleuve et s'envolant au-dessus des plaines, à travers le silence de feu qui appesantissait la campagne. Il ne parlait pas,
de peur de le faire fuir. Ils étaient assis l'un près de l'autre, et lentement, le bras de Henri fit le tour de la taille de Henriette et l'enserra d'une pression douce. Elle prit, sans colère, cette main audacieuse, et elle l'éloignait sans cesse à mesure qu'il la rapprochait, n'éprouvant du reste aucun embarras de cette caresse, comme si c'eût été une chose toute naturelle qu'elle repoussait aussi naturellement. Elle écoutait l'oiseau, perdue dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, des révélations de poésie surhumaine et un tel amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pleurait sans savoir pourquoi. Le jeune homme la serrait contre lui maintenant. Elle ne le repoussait plus, n'y pensant pas. Le rossignol se tut soudain. Une voix éloignée cria « Henriette !» « Ne répondez point, dit-il tout bas, vous feriez envoler l'oiseau. » Elle ne songeait guère non plus à répondre. Ils restèrent quelque temps ainsi. Madame Dufour s'était assise quelque part car on entendait vaguement, de temps en temps, les petits cris de la grosse dame que lutinait sans doute l'autre canotier. La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée partout de chatouillements inconnus. La tête de Henri était sur son épaule et, brusquement, il la baisa sur les lèvres. Elle eut une révolte furieuse et, pour l'éviter, se rejeta sur le dos. Mais il s'abattit sur elle, la couvrant de tout son corps. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis, la joignant, y attacha la sienne. Alors, affolée par un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l'étreignant sur sa poitrine, et toute sa résistance tomba comme écrasée par un poids trop lourd. Tout était calme aux environs. L'oiseau se remit à chanter. Il jeta d'abord 3 notes pénétrantes qui semblaient un appel d'amour. Puis, après le silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie des modulations très lentes. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et dans la profondeur des branches passaient 2 soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger du bois. Une ivresse envahissait l'oiseau, et sa voix, s'accélérant peu à peu comme un incendie qui s'allume ou une passion qui grandit, semblait accompagner sous l'arbre un crépitement de baisers. Puis le délire de son gosier se déchaînait éperdument. Il avait des pâmoisons prolongées sur un trait, de grands spasmes mélodieux. Quelquefois il se reposait un peu, filant seulement 2 ou 3 sons légers qu'il terminait soudain par une note suraiguë. Ou bien il partait d'une course affolée, avec des jaillissements de gamme, des frémissements, des saccades, comme un chant d'amour furieux, suivi par des cris de triomphe. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu'on l'eût pris pour l'adieu d'une âme. Le bruit s'en prolongea quelque temps et s'acheva dans un sanglot. Ils étaient bien pâles tous les deux en quittant leur lit de verdure. Le ciel bleu leur paraissait obscurci, l'ardent soleil était éteint pour leurs yeux. Ils s'apercevaient de la solitude et du silence. Ils marchaient rapidement l'un près de l'autre,
sans se parler, sans se toucher, car ils semblaient devenus ennemis irréconciliables, comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps, une haine entre leurs esprits. De temps à autre, Henriette criait « Maman !» Un tumulte se fit sous un buisson. Henri crut voir une jupe blanche qu'on rabattait vite sur un gros mollet, et l'énorme dame apparut, un peu confuse et plus rouge encore, l'œil très brillant et la poitrine orageuse, trop près peut-être de son voisin. Celui-ci devait avoir vu des choses bien drôles, car sa figure était sillonnée de rires subits qui la traversaient malgré lui. Madame Dufour prit son bras d'un air tendre, et l'on regagna les bateaux. Henri, qui marchait devant, toujours muet, à côté de la jeune fille, crut distinguer tout à coup comme un gros baiser qu'on étouffait. Enfin l'on revint à Beson. Monsieur Dufour, dégrisé, s'impatientait. Le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait un morceau avant de quitter l'auberge. La voiture était attelée dans la cour et la grand-mère, déjà montée, se désolait parce qu'elle avait peur d'être prise par la nuit dans la plaine, les environs de Paris n'étant pas sûrs. On se donna des poignées de main et la famille Dufour s'en alla. « Au revoir !» criaient les canotiers. Un soupir et une larme leur répondirent. 2 mois après, comme il passait rue des Martyrs, Henri lut sur une porte « Dufour, quincaillier ». Il entra. La grosse dame s'arrondissait au comptoir. On se reconnut aussitôt, et après 1000 politesses, il demanda des nouvelles. « Et mademoiselle Henriette, comment va-t-elle ?»« Oh ben, très bien, merci, elle est mariée. » Ah. Une émotion l'étreignit, et il ajouta « Et avec qui ?»« Ah, mais avec le jeune homme qui nous accompagnait, vous savez bien. C'est lui qui prend la suite. » Ah. Parfaitement. Il s'en allait fort triste, sans trop savoir pourquoi. Madame Dufour le rappela. « Et votre ami ?» dit-elle timidement. « Mais il va bien. Ah bon. Faites-lui nos compliments, n'est-ce pas, et quand il passera, dites-lui donc de venir nous voir. » Elle rougit fort, puis ajouta « Ça me fera bien plaisir. » « Dites-lui. »« Je n'y manquerai pas. Adieu. »« Oh non, à bientôt. » L'année suivante, un dimanche qu'il faisait très chaud, tous les détails de cette aventure que Henri n'avait jamais oubliés lui revinrent subitement si nets et si désirables qu'il retourna tout seul à leur chambre dans le bois. Il fut stupéfait en entrant. Elle était là, assise sur l'herbe, l'air triste, tandis qu'à son côté, toujours en manche de chemise, son mari, le jeune homme aux cheveux jaunes, dormait consciencieusement comme une brute. Elle devint si pâle en voyant Henri qu'il crut qu'elle allait défaillir. Puis ils se mirent à causer naturellement, de même que si rien ne se fût passé entre eux. Mais comme il lui racontait qu'il aimait beaucoup cet endroit et qu'il y venait souvent se reposer le dimanche en songeant à bien des souvenirs, elle le regarda longuement dans les yeux. « Moi, j'y pense tous les soirs, » dit-elle. « Allons, ma bonne,
reprit en bâillant son mari. Allons, je crois qu'il est temps de nous en aller. Voici cette partie de campagne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si ça vous a intéressé ou pas du tout, si ça vous touche, si vous trouvez que c'est une écriture qui est datée, qui est figée dans son siècle, ou alors aussi au contraire, elle peut nous procurer émotion ou pensée, je ne sais pas. Vos réflexions me seront précieuses à lire. Je vais finir cet enregistrement par 3 remarques. Je voudrais relever les clichés sur lesquels Maupassant joue pendant toute la nouvelle. Je vais en prendre un exemple, si vous en avez d'autres, là aussi ça peut m'intéresser. Moi je vais prendre celui de la nature. Cette nature, idéalisée par les boutiquiers, au début de la nouvelle, vous vous souvenez, ils ont relevé les rideaux de la voiture pour voir le paysage. Un peu plus loin, on s'arrête sur le pont de Neuilly pour voir l'éloignement des horizons, ces pauvres boutiquiers qui n'ont qu'un immeuble en face de leur boutique. Là au moins ils peuvent voir loin. Donc ça correspond à ce qu'ils s'imaginent. Mais très vite, le soleil commence à brûler les visages. Il y a la sensation. Et puis il y a l'odorat. Ça commence à sentir mauvais, cette campagne. Et puis il y a la vue de toutes ces constructions non achevées, faute d'argent. Donc vous voyez que là, en quelques lignes, je dirais que plus que nuancer, ce cliché de nature idéale, il le démolit complètement. La nature, c'est pas que ça, c'est pas que l'herbe qui sent bon et les fleurs. D'ailleurs, quelques lignes plus loin, il continue avec ce cliché qui va être décliné tout au long de la nouvelle et nuancé. Il y a cet endroit où Madame Dufour veut s'installer, lieu plein d'herbe, une herbe idéale. On imagine un beau gazon bien tondu sur lequel on peut s'asseoir, sans table ni chaise, notre Maupassant. Mais très vite, c'est beaucoup moins agréable parce qu'en fait, il est plein de bêtes. Et puis, je pense aussi plus loin au cabinet particulier, qui est un lieu à la fois un peu impressionnant avec cet inextricable enchevêtrement de branches et de tout ça. Et puis, il est désigné par Maupassant comme un asile introuvable. Donc là, je soupçonne Maupassant de jouer avec les différents sens du mot asile. Et il joue avec malice, je pense, parce que l'asile peut être un lieu sacré, où l'on est protégé soi-même et c'est bien. L'asile est aussi un lieu où on accueille les vieillards, les infirmes, mais Henriette et Henri en ont-ils besoin? Et puis l'asile est aussi un lieu d'enfermement, d'internement, lieu malheureusement que Maupassant connaîtra dans les dernières années de sa vie. Après les clichés, je voulais vous parler de ce qui m'est apparu comme d'une succession de duos ou de couples que construit Maupassant au début de la nouvelle. Il y a Madame Dufour et Monsieur Dufour évidemment sur l'escarpolette quand il la pousse, tout ça. Mais moi, je vois 4 couples dominants. Je vois Monsieur Dufour, et non pas Madame Dufour, mais surtout le commis aux cheveux jaunes. Personnage qui n'a à peu près aucun relief dans toute l'histoire, à part boire et avoir une chevelure un petit peu remarquable par sa couleur, sinon il est un personnage falot. Il y a un deuxième couple qui est Madame Dufour et sa fille, et notamment avec la description des corps de l'une et de l'autre qu'en fait Maupassant. Le troisième couple, c'est les canotiers, qui, dans la première partie, sont absolument indifférenciables pour moi. Ils sont jumeaux, je ne sais pas qui est l'un, qui est l'autre. C'est la deuxième partie qui va les différencier, puisque l'un d'eux va devenir un être plus singulier. Et puis dernier couple, parce que je veux que ma théorie fonctionne jusqu'au bout, c'est la grand-mère et le chat, qui est la seule créature avec laquelle la grand-mère peut avoir sa petite scène de théâtre. Et puis je vais finir par la scène entre Henriette et Henri. Et toute cette scène, la relation physique entre les deux personnages, est décrite depuis le Rossignol. Maupassant parvient à faire entendre, parvient même à faire voir la passion qui s'empare des deux êtres, la violence, la tendresse, la délicatesse, la profondeur des sentiments, particulièrement ceux d'Henriette. Et ça, je trouve que c'est une scène, moi en tout cas, qui me bouleverse beaucoup, qui m'émeut beaucoup, tant les sentiments y sont mêlés, parfois contradictoires. Et puis, tant cette trouvaille du Rossignol, c'est pas juste un effet d'auteur, j'y vois aussi une pudeur. La pudeur peut-être de Maupassant.
Et c'est une chose, quand on parle de Maupassant, que moi je ne vois pas toujours souligner, sa pudeur et sa délicatesse. Et ben voilà, j'avais envie de le faire avec cette petite remarque. Voilà, je vais finir, et là ce sera vraiment la fin. Donc vous l'avez remarqué, j'ai découpé cette partie de campagne en 2 épisodes, comme je l'avais fait pour La Dame au petit chien de Tchekhov. Ici, les épisodes duraient une vingtaine de minutes. Avec Tchekhov, on était plutôt autour de 30. Là encore, je ne sais pas si la durée vous convient, si c'est trop long ou pas. Je suis vraiment en pleine réflexion là-dessus. Là aussi, n'hésitez pas, vos avis et vos commentaires me seront précieux. Je vous remercie parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez entendu jusqu'au bout et c'est très agréable d'avoir partagé ça avec vous jusqu'au bout. Merci et je vous dis à tout bientôt. Salut.